Bonjour, on est au sein de l'Université numérique du MEDEF. Je suis ravi d'accueillir David Giblas. David, tu es patron de l'innovation et du digital et de la data au sein de Malakoff Médéric, donc des fonctions que tu as prises relativement récemment. Je serais vraiment ravi que tu partages avec nous ta vision de l'impact du digital sur un métier d'acteur comme Malakoff Médéric. On t'écoute. Donc en fait, c'est une excellente question. Je pense que le digital, in fine, pose des questions assez traditionnelles en matière de stratégie. Donc déjà, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on veut être, ce qu'on doit être, avec un leader qui porte cette vision. Les principaux impacts du digital pour des entreprises comme les nôtres, donc une entreprise dans le secteur de l'assurance collective, sont à peu près les mêmes que pour les autres secteurs, à savoir donc un impact assez fort sur le client. À travers notamment donc, le passage de produits puis de services à des usages qui doivent être consommables à travers une expérience client qui soit la plus simple possible et la plus pertinente. Donc c'est quand même notre point de départ et quand on dit ça, c'est loin d'être anodin parce que ça nécessite des transformations extrêmement importantes pour l'entreprise. Et à travers ça, donc, on utilise deux leviers très importants qui sont bien sûr le levier du digital, donc de la technologie, et le levier humain, donc transformation des hommes et des femmes, non seulement en matière de compétences, mais également en matière de méthode de travail, et puis bien sûr en matière d'organisation et de culture. Alors, de manière très opérationnelle, ce qui est vrai, c'est que dans des organisations comme les vôtres, il y a historiquement, de par les produits que vous délivrez, des vrais silos. Les métiers ne sont pas les mêmes, la manière d'opérer les produits ne sont pas les mêmes. Donc cette notion de désilotage est un vrai enjeu stratégique quand même. Oui, en fait, tu as raison. En fait, l'enjeu pour nous, c'est de passer d'organisations très verticales finalement, où les métiers ne se parlent pas toujours très facilement, des cycles projets qui sont plutôt cycles en V. On se passe régulièrement donc, un bout du projet à des groupes, à des teams, donc ce qu'on appelle des squads finalement. Donc on en a une trentaine aujourd'hui chez Malakoff Médéric, sous la responsabilité d'un product owner, donc d'une direction métier qui porte l'engagement de la valeur qui sera produite par le produit et donc avec à sa disposition une dizaine de personnes qui va de l'UX, l'UI designer, le tech lead, les développeurs, front-back qui vont délivrer ensemble en méthode agile, très courte, très rapide, très itérative, le produit donc, pour l'entreprise. On parle de transformation en profondeur quand même, donc est-ce que ce n'est pas anxiogène quand même dans des organisations comme les vôtres vis-à-vis des collaborateurs? Oui, donc tu as raison. Donc, on en a aujourd'hui 30, on a commencé avec 3, puis 5, puis 10, puis progressivement au fil de notre apprentissage, parce que très souvent l'agile, qui était en fait une méthode extrêmement structurée, qui demande beaucoup de discipline, finalement doit trouver… Qui vient pas du management à la base, qui vient plutôt de l'IT. En fait. Voilà, qui vient de l'IT, mais qui s'applique extrêmement bien dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a non seulement maintenant des product owners sur nos produits digitaux, mais il y en a partout dans toutes les directions métiers, où chaque projet, un projet marketing, un projet d'organisation, a son product owner. Et donc, ça remet en cause profondément les façons de travailler ensemble. Et je pense que plus important que tout, c'est de dire que, indépendamment de l'organisation, les compétences doivent être au service d'un produit, d'une valeur pour l'entreprise. Et cette capacité à pouvoir justement assembler ces compétences, à pouvoir travailler collectivement ensemble au service de l'entreprise passe au-dessus de toutes les contraintes en matière de silos, de responsabilité, etc. Mais tu as raison, je pense que ça demande une évolution en profondeur des façons de travailler. Pour les patrons aussi des directions, de pouvoir libérer quelque part les énergies et l'organisation. Le droit à l'erreur aussi. Et je pense que ce qui me paraît extrêmement important, et c'est la phase dans laquelle on est maintenant, c'est de dire qu'à partir du moment où tu as des convictions sur la valeur pour l'entreprise, ses clients et ses collaborateurs, je pense que la bascule en fait, des états d'esprit se fait quasi naturellement. Alors, un point qu'on avait déjà partagé ensemble, sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes, c'est tu nous disais c'est très difficile de créer des ruptures, d'innover si on questionne le client. Et ça, je vais aller vers ce sujet de cette notion d'observation du client avec des compétences que vous êtes dotés aujourd'hui d'experts sur des thématiques que tu… Oui, en fait, mais le constat est à peu près partagé par toutes les entreprises. Je pense qu'au sein de nos entreprises, et cette organisation par Cello a la vertu de créer des expertises extrêmement fortes. Et encore plus dans le B2B, je dirais, on a développé des compétences extrêmement fortes sur l'ensemble de nos métiers. Ce qui fait que quand tu essayes d'imaginer les produits et les services de demain ou les usages, de fait, tu es fortement biaisé. Tu es biaisé par ton expertise, tu es biaisé par le questionnement que tu fais, voire l'interprétation des réponses aux questions que tu poses auprès des clients. Et donc, on a pris le parti, il y a environ maintenant 6 mois, d'avoir une démarche assez différente. Donc on passe systématiquement par une immersion client qui peut durer 2 à 3 mois, qu'on confie à des ethnologues. Et donc ce sont des compétences totalement éloignées, distanciées de nos métiers, qui comprennent l'humain, qui comprennent la psychologie de l'humain et qui vont pendant 2 mois être en immersion et venir partager avec nous donc, le résultat de ce qu'ils ont compris en matière de besoins exprimés,
besoins latents, parce qu'il y a énormément de besoins latents, et qui vont nous permettre finalement de nous challenger, très souvent par rapport aux idées qu'on avait en tête. Et j'ai un cas très concret, notamment sur les parcours au sein de l'hôpital, qui a remis en cause profondément justement ce qu'on pensait faire. Et bien heureusement, certaines interviews ont été filmées, parce que nos experts internes ne voulaient pas le croire. Et c'est ça qui est extrêmement fort, c'est-à-dire que la voix du client, qu'il faut aller chercher avec ces techniques assez modernes, ont une puissance incroyable au sein de l'entreprise et il faut l'utiliser parce que le digital en fait nous permet justement d'aller au plus profond de ses besoins. Alors c'est lui qui a raison. Alors il y avait une vision aussi très forte que tu avais, c'est qu'aujourd'hui on oppose souvent technologie, digital, IT, métier, innovation. Tu as une vision quand même assez intéressante sur l'engagement de l'entreprise, sur son plan d'innovation et de transformation, alors qu'il doit s'inscrire dans la durée. Et pour toi, le poids de la technologie et de l'investissement en techno, il est quand même considérable, cet enjeu de transformation. Oui, donc bien sûr, parce que le digital, c'est de la technologie, et la technologie dans des entreprises doit être industrielle, donc ça passe par une réflexion assez profonde sur les socles technologiques, sur l'architecture, les compétences, donc on parle beaucoup de DevOps par exemple, qui est un sujet extrêmement clé dans le monde du digital. On parlait bien évidemment du Big Data avec le Data Lake, on parle d'intelligence artificielle, de blockchain, donc ça passe par des fondamentaux technologiques qui sont extrêmement importants. Et ne peut pas opposer non, et je pense que nous, le travail qu'on est en train de faire, c'est justement comment combiner en fait le core IT, le legacy, donc nos systèmes back-office de gestion dont on a besoin, et on aura toujours besoin de ces composants, avec le monde plus rapide, le monde plus front, le monde plus de l'expérience client. Et donc l'idée, c'est comment arriver à faire cohabiter ces deux environnements technologiques qui reposent sur des pièces d'architecture différentes, des compétences différentes, des façons de faire différentes, et quelque part arriver finalement à un modèle hybride IT qui combine le meilleur des deux mondes, donc le legacy et le fast IT. Alors legacy, tu as dit le mot, c'est pas un gros mot, mais c'est un enjeu. L'aspect réglementaire aujourd'hui, frein ou opportunité pour vous? En fait, et la fameuse RGPD que j'ai pas dit, mais voilà, l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de tourner toutes ces contraintes en opportunités. Et très souvent, quand tu as des enjeux réglementaires, en fait, tu as sa foule de startups qui essayent de s'immiscer dans tout ça, avec en fait une vision très RegTech, au contraire Customer Experience. Donc nous, on l'a pris beaucoup par l'expérience client, donc c'est des sujets qu'on a anticipés depuis plusieurs mois. Et donc justement, on est en train de réfléchir à des initiatives qui nous permettent justement d'aller encore plus loin que le RGPD. D'ailleurs, on a une charte éthique qui va jusqu'à l'intelligence artificielle, puisqu'on s'engage aussi sur la transparence des algorithmes, sur le fait qu'il n'y a pas de prescriptif automatique, l'humain est toujours là, donc on déverrouille nos algorithmes automatiques. Et je pense que c'est à nous, entreprises, justement de tirer profit de ces environnements réglementaires qui sont ce qu'ils sont. On a beau ne pas être d'accord, il faut s'y conformer. Et l'enjeu pour toute entreprise, c'est d'essayer d'en tirer justement de la valeur. Alors, je tenais à te féliciter pour la vision que tu animes et le projet de transformation et d'innovation de Sun Microsoft parce qu'il est extrêmement mature et j'ai une vraie vision intéressante. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Aujourd'hui, c'est quoi les leviers d'accélération, de partenariat, d'innovation pour toi en fait? Les principaux leviers, c'est déjà l'ouverture. Donc, on a activé différents leviers. Donc, on a un environnement dit Open Innovation qui a été mis en œuvre depuis une petite année. Donc, c'est partenariat avec des incubateurs, partenariat avec des grandes écoles, partenariat avec des laboratoires de recherche, etc. Donc, on a essayé de créer un espace dit Open Innovation. Plus récemment, on vient de lancer un fonds d'innovation, un fonds start-up de 150 millions d'euros, qui est dédié à aller chercher des startups qui vont nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre business model. Je pense que l'idée qu'on essaye aussi de diffuser, c'est de dire à chaque bonne idée, il y a probablement quelqu'un qui l'a eu et déjà un produit ou un bout de technologie qui existe. Et donc plutôt qu'essayer de refaire par soi-même, c'est d'aller chercher cette technologie-là parce que je pense qu'on a un vrai enjeu de rapidité. Plus que jamais, il faut être rapide et on compte beaucoup justement sur cette stratégie de financement de start-up pour aller chercher des produits qui vont nous permettre d'assembler l'ensemble des technologies dont on a besoin, l'ensemble des business models dont on a besoin pour aller plus vite et être rapidement opérationnel sur le marché. David, merci. Merci pour ce partage d'expérience et on va suivre ça évidemment de près. Merci. Merci, à bientôt.